Quel plaisir que de vous retrouver sur les ondes de Watt FM et également sur Tweet TV, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Le tribunal de l'actualité, vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement préalable. Et nous nous retrouvons donc du lundi au vendredi à partir de 8h en direct pour juger l'actualité également. Vous avez des versions rediffusées. À la télé, c'est 21h30 temps universel. Et sur votre radio Watt FM, c'est 22h temps universel. Bienvenue à tous et à toutes. Nous vous partageons en cette fin de semaine une pensée de l'écrivain allemand Bernard Werber qui dit ceci: du passé, nous ne connaissons que la version des vainqueurs. Et dans tous les cas, les quelques talents prêtés aux vaincus ne sont là que pour glorifier le mérite de ceux qui ont su les anéantir. Bonne méditation en cette journée du 27 novembre 2020. Nous sommes vendredi, vous le savez, c'est la dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Je suis Loukman Sanfo, président de cette instance, et merci également à l'équipe de réalisation. Nous disons bonjour aux juges au siège présent encore cette semaine. Geoffroy Var, bonjour. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le juge Bougman, toujours absent parce que souffrant. Il nous rejoindra certainement la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité. Mesdames, messieurs, merci encore une fois. Ce matin, nous allons nous intéresser à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI sur l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Et comme vous le savez déjà, le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, est réélu avec un taux de 57,87% dès le premier tour. Et au bas de l'échelle, donc, c'est le candidat indépendant Tassambedo Claude Aimé qui obtient 0,23%. Et la suite de cela, vous le savez, la conférence des candidats signataires de l'accord politique de Ouagadougou a réagi à la publication de ces résultats provisoires. Ses membres disent prendre acte tout en relevant donc les faits et insuffisances relevés au cours du processus électoral. On en parle de façon exclusive à cette émission du tribunal de l'actualité. Et nous avons aussi la participation d'un des journalistes les plus crédibles, on va dire, analyste politique, éditorialiste, Joachim Vokuma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes le directeur de publication du portail d'information Kassetou.net. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour la première partie, c'est le juge Vara qui a la charge donc, de nous parler donc, de l'actualité en guise d'avant-propos. Oui, j'aurai un seul avant-propos, ça va concerner la Guinée. On sait un peu par quoi la Guinée est passée récemment, avec la volonté d'un troisième mandat de Condé et évidemment la survenue de ce troisième mandat-là. Il y a Cellou Dalein Diallo qui continue de dire qu'il y a eu un dop électoral et il tente par les moyens de pression qui sont à la rue de pouvoir en tout cas inverser la tendance ou faire revenir peut-être une situation que lui seul voit ou ses militants. Parce que pour beaucoup, quand on regarde, le vin semble déjà tiré. Et le 25, mercredi dernier, il y a eu cet appel à une marche. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'organisation. Les gens ne savaient pas vraiment c'était où, d'où partirait la procession et tout. Et donc, au finish, ce qu'on remarque, c'est que la mobilisation n'est pas ce qu'on attendait. Donc, pour beaucoup, quand on regarde, c'est qu'il y a comme un genre d'essoufflement. Mais est-ce que ça ne pourrait pas se comprendre? Il ne faudrait pas oublier aussi que pour ce qui est du parti de Cellou Dalein Diallo, ceux qui avaient cette capacité de mobiliser et ces visages qu'on voyait lorsqu'il y avait vraiment foule, ces gens-là aujourd'hui sont inquiétés par la justice. Beaucoup ont été arrêtés. Donc du coup, c'est aussi, quoi qu'on dise, un parti qui est un peu affaibli par les actions, notamment du parti au pouvoir. Mais il y a aussi que les Guinéens, petit à petit, semblent commencer à passer à autre chose. C'est ça la réalité aussi sous nos cieux. Pas que il n'y ait pas cette envie qu'il y ait l'expression de ce qui est juste, mais à un moment donné, les gens se demandent mais à quoi bon se sacrifier? Les politiciens sont ce qu'ils sont. Tout ce que vous ferez, c'est un sacrifice pour une chapelle, et demain vos proches qui vous pleureront seront les seuls à se rappeler de vous. C'est un peu quelquefois aussi ce que les citoyens se disent, ce que quelquefois les gens se disent, et après ça
c'est difficile de garder toujours la même pression, et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au camp celui d'Alain Diallo. Donc on espère que les choses vont se régler d'elles-mêmes, mais on a l'impression qu'il y a vraiment un Condé qui est bien vissé, quoi, qui est bien vissé. C'est dommage, mais bon, c'est aussi ça. D'accord, merci à vous pour ce regard sur l'actualité guinéenne surtout. Je ne sais pas si Vokouma a un avant-propos. Non, ça va. D'accord, donc on va parler de ce qui occupe l'actualité en cette journée partout au Burkina Faso et à travers donc l'Afrique de l'Ouest, puisque cette élection est d'un intérêt particulier pour la sous-région. Donc la proclamation des résultats provisoires par la CENI de l'élection présidentielle, pour l'instant ce sont les résultats de la présidentielle qui sont partagés donc par la CENI, et c'est le président sortant, Roch Christian Kabore, qui obtient un taux de 57,87% au premier tour, donc il passe au premier tour, donc est suivi par Idi Komboego et de Zéphirin Diabré, et au bas de l'échelle, comme on faisait remarquer, c'est le candidat indépendant Claude Aimé qui obtient 0,23%, et donc il y a aussi la réaction de l'opposition, notamment les membres signataires de l'accord politique de Ouagadougou, qui ont donné donc leur lecture de la publication de ces résultats provisoires. Ils disent prendre acte et ils relèvent tout de même quand même les faits et les insuffisances relevées au cours du processus électoral. On va y porter un jugement sur l'ensemble donc de tous ces éléments à cette émission, le tribunal de l'actualité. Alors Vokouma, nous en avons sûrement parlé à cette émission à maintes reprises du processus, de tout ce qui a pu en tout cas se passer au cours donc de la campagne jusqu'à l'élection. On fait le constat qu'on a frôlé quand même tout de même une véritable crise, voire un blocage dangereux du processus, et à travers donc les accusations de fraude massive par les opposants, et aussi le retrait des 5 commissaires de l'opposition donc au niveau de la CENI qui ont fini par revenir. Comment peut-on expliquer donc qu'on a pu survivre à tout cela? Est-ce la chance? Est-ce la main du bon Dieu comme on dit? Ou bien va-t-on dire que les frondeurs n'avaient pas véritablement quelque chose pour bloquer la machine qui était en marche? C'est vrai que lors de la conférence de presse des candidats signataires de l'accord du 18 août, là, ils ont fait une conférence de presse, je crois que c'était la veille du scrutin, au siège du CIFOP. Ils ont énuméré un certain nombre de grèves, d'insuffisances qu'ils voyaient déjà, et avec une tonalité qui était assez grave. Voilà, c'était un peu inquiétant. Et ce qu'ils ont relevé durant cette conférence de presse là, effectivement, ça a été constaté sur le terrain. Il y avait quand même un peu de désordre dans l'organisation du scrutin. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs bureaux dans mon arrondissement et puis dans mon village aussi pour voter. Effectivement, il y avait pas mal de gens qui ne trouvaient pas le bureau où ils devaient voter. Ils se présentent, on dit qu'il n'y a pas leur nom. Mais je pense que pour beaucoup d'insuffisances, comme ça a été relevé, certaines ont été progressivement résolues au cours de la journée. Pour ce que j'ai pu constater en tout cas, puisqu'il suffisait d'interroger la plateforme de la CENI, on retrouvait le nouveau bureau et les gens pouvaient voter. J'ai suivi 5 personnes qui sont allées à la commission d'arrondissement. Quand on a interrogé la plateforme, on a vu leur nouveau bureau, le numéro de leur nouveau bureau. Nous sommes repartis ensemble. Quand on a regardé sur le fichier, effectivement, il y avait leur nom et ils ont pu voter. Bon, mais à l'échelle du pays, quelle est l'ampleur justement de ces dysfonctionnements-là? C'est tout le débat qu'il y a eu entre l'opposition et la majorité présidentielle. Les observateurs aussi ont relevé, ça a été dit, un certain nombre de dysfonctionnements. Tout se recoupe d'ailleurs. Ce sont les mêmes insuffisances qui ont été relevées. La question est de savoir, il n'y a pas d'élection propre à 100%, ça n'existe pas. Maintenant, quelle est l'ampleur de ces dysfonctionnements-là qui pourraient éventuellement remettre en cause fondamentalement les résultats? Je pense qu'à l'unanimité, les observateurs nationaux comme internationaux, c'est surtout la CODEL qui a déployé beaucoup d'observateurs sur le terrain. Ils ont fait des observations pour dire que finalement, bon, c'est vrai, il y avait des dysfonctionnements, mais ce n'est pas de nature à remettre en cause le résultat qui a été publié. C'est vrai que le départ
des 5 commissaires de l'opposition, bon, c'est une expression qui me gêne parce que moi je considère que quand on est commissaire, on est commissaire. On est indépendant. On n'a plus d'obédience. On n'a plus d'obédience. Bon, malheureusement, voilà, ça a été admis comme couramment dans le langage courant. Et ils ont contesté contre la non prise en compte de la comptabilisation manuelle. Manuelle, oui. Bon. Puis ils sont revenus. C'était une mini-crise, effectivement, qui a fait craindre un blocage. On a vu le président Barry invoquer le règlement intérieur pour dire que le quorum avec les 10 commissaires qui restaient était suffisant pour continuer le travail. Et ils ont effectivement commencé à continuer le travail avant que les 5 ne reviennent. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils ne pouvaient pas... Est-ce que leur intention était de bloquer? Je ne sais pas. Et si c'était le cas, ils ont peut-être vu que ça n'allait pas aboutir, donc ils sont revenus. L'essentiel, c'est qu'ils sont revenus et que le travail allait jusqu'au bout. C'est vrai, on a eu peur. Mais au final, peut-être c'est la providence qui a veillé, les ancêtres ont veillé, et donc bon, le travail a été repris et les résultats provisoires ont été publiés hier. J'étais également à la déclaration de l'opposition hier. Quand j'y allais, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que quand on reprend leur première conférence de presse, puis leur deuxième conférence de presse, cette fois-ci, je me disais peut-être que le cran allait monter et que là, ils allaient dire qu'ils rejetaient catégoriquement les résultats publiés par la CENI quelques heures plus tôt. Non. Donc tout le monde était un peu attentif. Donc on reviendra de façon particulière sur cette sortie-là. Oui. Vous reconnaissez justement que les inquiétudes de cette opposition et de bien d'autres acteurs impliqués dans ce processus électoral sont bien pertinentes et qu'il fallait certainement les évoquer parce qu'il y a des irrégularités tout de même flagrantes. Absolument. Non, sur ce point, même la majorité reconnaît ça. Il y avait des dysfonctionnements aussi bien à Ouagadougou que un bureau de vote ne s'ouvre pas, que des gens se présentent à leur bureau de vote qui ne trouvent pas leur nom, qu'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de... Quand vous arrivez dans un bureau de vote, on vous donne la liste du matériel qui doit être disponible. Et tout ce qui est disponible, il coche. Ce qui n'est pas disponible, il coche également. Moi, j'ai vu beaucoup de cases qui ont été cochées, documents pas disponibles. Même le PV, par exemple, pour la présidentielle ou les législatives, il y a des bureaux où ce n'était pas disponible. Jusqu'à midi. Ça a été peut-être résorbé dans l'après-midi. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Et c'était normal de les relever parce que quand même, on a eu 5 ans pour préparer cette élection. C'est pas une date qui est tombée comme ça du ciel. Et je pense que tout le monde devrait se retrouver pour regarder à la CENI en premier, le président de la CENI et ses commissaires en premier, regarder ce qui n'a pas marché pour qu'on aboutisse à un tel cafouillage qui n'est pas acceptable comparativement à 2015 où on est sorti d'un contexte difficile, un coup d'État avec la pression du temps, du délai. Et malgré tout, l'élection s'était très bien passée. Il n'y avait pas eu autant de dysfonctionnements et les résultats avaient été tout de suite reconnus par tout le monde, parce qu'on avait été félicité par le monde entier. Donc, alors que là, on a eu 5 ans pour préparer cette élection-là, et c'est pas normal qu'il y ait eu autant de dysfonctionnements. Donc il faudrait quand même qu'on en tire les leçons pour savoir ce qui n'a pas marché et que les responsabilités soient situées. Parce que, bon, je vois des gens qui tirent à boulet rouge sur le président de la CENI. Évidemment, il est le principal responsable, mais il n'est pas seul. Ils sont 15 dedans, et avec toute l'administration qui compose la CENI, qui n'a pas fait son travail à temps. Pourquoi? Donc toutes ces responsabilités doivent être situées pour que on corrige ces insuffisances-là. 5 ans, ça arrive vite, pour que la prochaine fois, et puis il y a les municipales qui arrivent. Donc il faut qu'on tire des leçons rapidement de ce qui s'est passé pour éviter ces impairs-là. D'accord. Et Geoffroy, au regard du premier postulat dans lequel se trouvaient donc les opposants, ceux signataires donc de l'accord politique de Ouagadougou, beaucoup craignaient véritablement une crise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et finalement, on prend acte. Un peu comme en 2015 en Guinée où Cellou Dalein Diallo, même si, bien qu'étant convaincu d'avoir gagné les élections, finit par faire profil bas pour préserver la paix sociale. Est-ce qu'on est bien dans ce cas de figure où on a une opposition qui pense pouvoir en tout cas avoir gagné les élections, mais au nom de la paix sociale décide de prendre acte et de laisser passer? Bon, déjà, décider de prendre acte, moi je rejoins ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
on se disait qu'on allait se trouver dans une situation où on irait crescendo dans le ton et quelquefois aussi dans la façon dont les postures allaient s'arc-bouter. Dieu merci, on a été surpris qu'on nous dise on prend acte. Et puis ils n'ont même pas pris acte de la même façon, puisqu'il y a certains qui, après avoir pris acte directement, sont allés féliciter. Oui. Donc je veux dire que... à commencer par celui qui a lu même la déclaration, Tahirou Bari. Tahirou Bari qui a lu la déclaration. Et la première déclaration avec laquelle il n'y allait pas du tout de la cuillère. Absolument. Mais c'est lui qui a été le premier à courir, à aller féliciter. Donc ça veut dire qu'au sein du noyau même de l'opposition, il y avait forcément des dissensions. Il y avait peut-être le fait qu'il n'était pas sur la même... pas la même longueur d'onde, mais sur le même point et la même comment dire ça, la même ligne de dénonciation du processus. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça donnait. Parce que entre la posture d'une opposition courroucée et puis celle qui prend acte et qui va féliciter, il y a quand même un grand pas. Il y a un grand pas. Et vous verrez que tout le monde n'est pas allé féliciter. Donc ça veut dire qu'on a... Certains ont téléphoné pour féliciter quand même. Ouais. Donc le sentiment le sentiment de frustration n'est pas forcément le même au sein de notre opposition. Ça c'est un fait. Mais n'oublions pas aussi que entre-temps, il y avait eu annoncé la question d'une marche. Ça n'a pas eu lieu. Non agréé par les populations. Voilà, ça n'a pas eu lieu. Je pense que ça aussi, ça a été c'est peut-être un ballon d'essai, ça a été un genre de test, mais ils ont eu le retour de ce que beaucoup ne voulaient pas accompagner la posture dans laquelle ils étaient. Et puis je pense qu'il y a eu les plateaux télé, il y a eu les émissions interactives, ils s'asseyent, ils écoutent aussi. Ils voient que, parce que tout le monde commentait leur posture, ils se sont rendus compte peut-être que ça ne pouvait pas prospérer. Certes, il y a eu des problèmes, mais on se dit il faut aller devant des instances pour apprécier la proportion et savoir si ça pouvait, d'une façon ou d'une autre, remettre en question l'ensemble du processus en lui-même. Ou bien, c'est pour ce qui est de certaines parties sur lesquelles on pourrait se dire ok, là il y a eu problème, il faut revoir. Il y a des voies de recours pour ça. Je crois aussi que l'opposition a été... Et c'est ça qui est intéressant. Elle a été aussi sensible au retour qu'il y avait par rapport à sa posture. Ailleurs, les gens ils sont à couteau tranché, mais c'est comme des souris, ils sont dans leur bulle. Il faut féliciter au moins cela. On a eu une opposition qui est restée sensible à la façon dont les choses évoluaient. Et pour revenir à nos commissaires, ils ont pris la clé ils ont disparu sans qu'on sache pourquoi. Ils ont même annoncé qu'ils venaient, ils n'ont jamais dit pourquoi ils ne sont pas venus. Et puis bon, ils sont revenus la tête basse. Ils ont réapparu la tête basse et puis ils ont continué leur boulot. Alors qu'il y avait un devoir d'ingratitude puisque vous avez prêté serment. Donc mais je pense aussi que ça nous donne beaucoup de leçons. On est peut-être prêt à tirer parce qu'on ne s'entend pas, mais il y a des choses qu'on est d'accord ensemble de préserver. Je pense que c'est ça le plus important. Donc l'opposition a craint d'être taxée de mauvais perdants, comme on dit, les candidats mauvais perdants. Évidemment, mais je ne crois pas aussi que ça veut dire que au sein de l'opposition, il n'y en a pas qui croyaient crânement en les chances et qui pensent clairement que le processus en lui-même n'ait pas eu l'impact de les désavantager. Moi, j'ai écouté ce matin le CDP, le premier vice-président, Achille. Il disait de façon, Achille Tapsoba, il disait de façon très claire qu'ils avaient confiance en leur chance et que quand ils regardent la façon dont le vote s'est passé, avec les problèmes organisationnels, les dysfonctionnements, ils sont convaincus que ça a eu un impact fort sur les résultats qu'il y a eu après. Et ça, c'est leur conviction, vous ne pouvez pas leur enlever ça. Mais à la vérité, bon, je me rappelle de ce que le président de la CENI lui-même disait lorsqu'il passait sur la télévision nationale. Je n'ai jamais vu le président Newton Ahmed Bari aussi gêné. On sentait l'envie de bien faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a le terrain, il y a sa réalité. Et on a senti quelqu'un, on ne l'a jamais vu dans cette posture-là, qui était vraiment très mal à l'aise parce qu'il reconnaît très clairement qu'il y a eu des dysfonctionnements qui sont très forts. Mais il a dit, on a tenté de les résorber. Je pense que la CODEL l'a dit de façon très claire. Jusqu'à 90%
Les difficultés ont été résorbées. Mais il y a quand même 10% qui font que c'est pas facile à accepter. Parce que dans ces proportions, on n'avait jamais vu ces choses comme ça aussi au Burkina. C'est ça la réalité. Ça ajoute alors du lot au moulin à l'opposition et de dire que, bon, on a perdu, c'est vrai, mais comme disait Souba, il a dit hier, les résultats ne sont pas si applaudissables. C'est le terme qu'il a choisi. Et comme on a promis, on va analyser toutes les péripéties donc, de cette élection jusqu'aux résultats qui ont conforté donc l'élection du président Kaboré. Il y a un aspect sur lequel je voudrais aussi qu'on se prononce, c'est on semble avoir boudé la cérémonie ici de proclamation des résultats provisoires à Ouaga 2000 dans le quartier général de la CENI. Il n'y avait que le représentant du président sortant Kaboré, il n'y avait que la candidate Monique Kam et un représentant donc de Claude Tassambedo. Les autres étaient aux abonnés absents. Comment vous appréciez cela? Non, ça présageait du contenu de leur déclaration en réalité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la conduite du processus, ils ne sont pas d'accord avec les résultats qui allaient être proclamés, parce que c'est vrai que même avant que le président de la CENI nous proclame les résultats, on avait quand même des informations sur les scores des uns et des autres. Il y avait les résultats partiels qui étaient publiés sur le site de la CENI, et on voyait bien qu'il y avait un grand écart entre le président sortant et son suivant. C'est ça qui était déjà abyssal. D'ailleurs, quand l'autre est à 54 et un qui est à 15 ou 21, l'écart est trop grand. Donc, il savait bien que même s'il restait encore des bureaux de vote à compiler, il savait bien que l'écart allait être difficile à combler. Donc, il voyait bien que les carottes étaient cuites. Mais comme ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas convaincus de la sincérité du scrutin, ils ne sont pas allés. Et quand ils ont fait la déclaration, ils ont encore énuméré tous les griefs qu'ils avaient contre le processus, contre la manière dont ça s'est passé, et pour dire que, bon, voilà, en dépit de tout, ils prenaient acte et qu'ils pouvaient éventuellement, ils envisageaient aussi, enfin, ils n'écartaient pas l'idée de faire des recours auprès des instances légales. Je pense qu'au niveau des législatives, effectivement, il semble qu'il y a déjà 6 recours qui ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel, mais pour la présidentielle, jusqu'à présent, je n'ai pas d'information qu'un candidat a déposé un recours. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? Pour l'instant, il n'y avait pas en tout cas de recours enregistrés. Voilà. Donc, parce que l'écart est quand même énorme et il faudrait, multiplier les preuves, rassembler beaucoup de preuves pour montrer que l'écart qui existe entre le premier et le suivant est faux et qu'il pouvait avoir un deuxième tour. Parce que c'était ça aussi le calcul de l'opposition. L'accord a été signé le 18 août dans l'idée qu'il y aura forcément un second tour. Et dans cette idée-là, ils se sont mis d'accord pour que celui qui est bien placé bénéficie du soutien de tous. Donc toute la bataille, c'était pas de gagner, à mon avis, c'était même pas de gagner le premier tour parce qu'ils savaient que c'était un peu difficile, mais de provoquer au moins un deuxième tour. Et là, bon, manifestement, c'est un échec dans l'objectif qui était visé. Et j'ai l'impression que le score les a un peu abattus. Donc finalement, ils ont fini. Enfin, on verra dans les jours qui viennent si des recours seront déposés. Mais vu l'écart, ça me paraît un peu. D'accord. Je ferai un mot sur cette attitude de boycott donc de la cérémonie de proclamation des résultats provisoires. Lui, il dit que sachant que les résultats les carottes étaient cuites, ils avaient quand même à donner une morale à cette posture politique en acceptant au moins donner une caution à une proclamation, à une CENI à laquelle on avait en tout cas donné pour cutus pour organiser les élections jusqu'au bout. Oui, mais je crois aussi qu'ils étaient dans leur logique. Et puis pour être logique avec eux-mêmes, pour ne pas me répéter, c'était normal qu'ils ne viennent pas. Parce que vous dites que le processus ne s'est pas bien même passé. se faire représenter. Oh non, mais même vous faire représenter, c'est dire que vous avez foi à ce qui va être donné. Alors que, dans la logique, jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'ils prennent acte, en tout cas, ils ont toujours dénoncé. Donc, venir s'asseoir, c'est donner quitus. C'est se dire qu'on est partant pour ce qui va nous être reversé. Alors que, vous dites, il y a eu tellement de problèmes que les résultats vont souffrir des problèmes qu'il y a eu sur le terrain. Donc ça serait logique que vous ne veniez pas. C'est une façon de bouder, c'est une façon de montrer votre désaccord. Je pense que ça c'est logique, il faut le reconnaître ça. Maintenant, il y a cette logique-là, et puis il y a l'illogie de prendre acte, il y a même pas à les féliciter. Parce que lorsque vous allez féliciter,
ça veut dire que le processus en lui-même ne vous dérange pas aussi. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Maintenant, je me dis qu'il y a peut-être là, il y a, comme il le disait tout à l'heure, ce que les résultats ont donné en termes d'écart. Entre le premier, Roch Kaboré, et le deuxième, c'est plus du triple. Vous êtes à 57% fort et à 15% pour celui qui vient après. Multiplié par 3, vous n'êtes même pas encore vous n'êtes même pas encore dans les... Voilà. 50. Vous voyez ce que ça donne. Donc, les problèmes organisationnels impactent d'un point de vue niais comme ça, tout le monde. La fraude, elle a la faveur de quelqu'un. Maintenant, si vous dites qu'il y a une fraude, ça veut dire que l'écart qui est tellement monstre, vous devez avoir des éléments tellement importants à donner pour démontrer l'écart qu'il y a eu, que ça devient difficile. Parce que pour prouver qu'il y a eu fraude, pour que le deuxième se retrouve à avoir moins du tiers du premier, ça veut dire que le caractère flagrant de la fraude là était tellement fort et facile à prouver. Qu'on se comprenne. Donc à un moment donné, quand vous regardez, il faut jeter l'éponge. Il faut aller là où c'est peut-être possible. C'est encore jouable. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur les législatives. Et ça, c'est normal. Mais sur la question et ça, peut-être on va faire la lecture. Évidemment. Sur les résultats qu'on a eu pour la présidentielle. On se disait, quand on partait, c'est que sur la campagne, il y aurait plutôt une opposition qui vient avantager. Parce que c'est toujours ça, hein, quand vous venez critiquer celui qui a fait. C'est facile de regarder celui qui a déjà fait. Vous qui n'avez pas encore fait, on vous critique comment? Donc c'est un peu plus facile pour vous. Et d'autant plus qu'on est dans une situation qui est difficile, notamment celle sécurité, qui est la préoccupation de tout le monde. Mais là-bas, j'ai dit on va peut-être venir là-dessus. Là-bas, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça qui a donné ces résultats-là aussi. D'accord. Et Vokuma, on voudrait aussi vous voir vous prononcer sur cet autre aspect, c'est le fait qu'il y a certains candidats qui décident donc d'aller féliciter de vive voix et de façon physique le président élu. Vous y voyez une grandeur d'homme ou bien opportunisme pour s'intéresser justement parce que certains sont allés de façon esselée? Bon, on peut voir les deux, hein. On peut voir les deux, parce que moi tout de suite après la fin de la conférence, leur déclaration, puisque c'est une déclaration qui n'a pas été suivie de questions-réponses. Voilà, ils ont fait la déclaration, ils ont dit il n'y a pas de questions, c'est terminé. Donc bon, allez, tout le monde a ramassé ses affaires et puis on est parti. Et quelques temps après, j'ai eu une information, on me disait qu'il y a 4 qui ont déjà pris rendez-vous pour venir féliciter le président élu. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est qui? Ah, ouais, c'est un tel. Je dis, ah bon, je dis, mais il vient de lire la déclaration tout à l'heure. En tout cas, il fait partie de ceux qui ont demandé. Mais après, on m'a informé que Zéphirin Diabré n'est pas venu, mais il a téléphoné. Il a téléphoné pour féliciter le président. On peut voir les deux aspects. Grandeur d'homme, peut-être volonté de faire tomber de toute façon la fièvre sociale, reconnaître que quelqu'un a gagné avec les dysfonctionnements, avec toutes les insuffisances qu'on a relevées un peu partout. Peut-être aussi, quand on regarde ceux qui sont allés hier soir voir le président, le féliciter, Ablassé Ouedraogo, bon, Noël Ouedraogo, Monique Yelikam et Tahirou Bari. Voilà. Bon, je ne connais pas très bien le parcours de Mme Kam, mais sur les 3 qui restent, quand on regarde le score, bon, ce sont des scores microscopiques et qui sont comparables au score de 2015 pour ceux qui étaient pour Tahirou Bari et Ablassé Ouedraogo, puisque Noël Ouedraogo n'était pas candidat. Donc pendant 5 ans, et ils vont être dans l'opposition. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce que le score y est pour quelque chose? Parce qu'il y a Yacouba Isaac Zida qui a aussi pas une très grande performance, mais qui pense que le président ne mérite pas des salutations. Oui, bon, chacun apprécie la situation à sa manière, avec ses lunettes, avec ses projections sur 5 ans. Si je reste dans une posture opposition radicale pendant 5 ans, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est peut-être aussi, comme vous dites, une démarche opportune. C'est pas à exclure. Hein. Ce sont des hommes politiques aussi, mais ce sont des hommes tout court, hein, qui pensent aussi à leur avenir, qui se disent que peut-être
Il ne faut peut-être pas couper le lien avec le pouvoir en place. Il faut entretenir des liens privilégiés de préférence. On n'en sait rien. Un coup de main, ça peut toujours aider pour tenir pendant 5 ans en espérant que dans 5 ans, les choses vont changer. C'est comme ça aussi, c'est des calculs politiques. C'est des calculs politiques. Mais en 2015, on a vu Ablassi Ouedraogo aussi qui était déjà allé féliciter le président. Après, qui a demandé à rencontrer le président, mais qui n'a jamais eu ce rendez-vous, qu'il a attendu et qui a fini par expliquer dans la presse que sur la place publique qu'il a fait des pieds et des mains pour être reçu et qu'il n'a pas été reçu. Alors on est à la 2 minutes temps, donc on va aller dans le fond pour tenter une explication de cette réélection du président sortant Roch Marc Christian Kaboré, aussi une explication de l'échec aussi des candidats de l'opposition. Déjà, Geoffroy Var, nous savons que le thème majeur de cette campagne a été véritablement la question du terrorisme, la question sécuritaire, et beaucoup avaient vu un talon d'Achille donc de Roch Kaboré qui allait certainement peser dans la balance pour que véritablement il y ait ce second tour tant souhaité par l'opposition. Finalement, même les zones où il y a de l'insécurité, on a vu le score, le président a quand même fait plus qu'inquiéter, on va dire. Comment on peut expliquer cette situation? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que le sujet principal, c'était la question sécuritaire, mais au-delà même du sujet, il y a aussi les partis politiques qui vont notamment vers cet électorat-là. Et il y a leur fragilisation un peu avant. Vous regardez le cas du CDP, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour qu'il y ait Eddy Komboigou qui soit candidat. Je pense que ça aussi, ça a compté dans ce qu'on a eu après. Et vous savez très bien que quand on parle de CDP, MPP, les glissements chez les militants, c'est un peu facile, selon les frustrations du moment. Vous prenez le cas de l'UPC, de Zéphirin Diabré, et les départs, ça a eu des zones de choc jusqu'au dernier d'ailleurs, qui ont été un peu comme un genre de coup de massue. Parce que ça vous fragilise même dans la perception que les gens ont de vous. Parce qu'un homme politique et la présidentielle, c'est surtout ça. C'est un homme qui dégage quelque chose. Au-delà des programmes et tout, le sentiment du votant, ce n'est pas comme c'est pas comme les législatives où on regarde beaucoup plus le parti. Dans la présidentielle, il y a beaucoup le candidat qui compte. Et la perception que les gens ont du candidat. Zéphirin, on avait l'impression de Zéphirin, quelqu'un qui venait fragiliser de l'intérieur. Pour Eddy Komboigou, c'est quelqu'un qui a eu sa victoire de l'intérieur, mais avec des clivages qui sont restés. Il y avait ces aspects-là que je mets de côté. Maintenant, vous parliez de la question sécuritaire. Je crois, et même chose là ce matin, lorsque Clément Savanogo expliquait pourquoi est-ce que ça a un peu marché alors que la question sécuritaire était celle essentielle, il a dit, leurs profondeurs ont passé leur temps à faire de Roch Kaboré le problème de la sécurité au Burkina Faso. Vous savez, ce n'est pas que le Burkina qui est attaqué. Donc ça, c'est une donne. Je pense qu'il se serait focalisé sur une offre concrète, sur l'offre, notamment du parti au pouvoir, et essayer de la disséquer et montrer comment est-ce que la leur est plus intéressante, qu'on aurait eu peut-être un autre débat. Mais ce débat, on ne l'a pas eu. Tout ce qu'on a eu, c'est lui le problème, comme si c'était lui qui était à l'origine de la chose, ce que beaucoup ne partagent pas. Les gens se disent, bon, ça c'est un fait, la question sécuritaire, maintenant, chacun se bat comme il peut. Chacun fait ce qu'il peut, et quand il regarde, il faut choisir entre... parce que c'était ça à la fin, un dit, moi je vais continuer de me battre, les autres disent, non, il faut qu'on négocie. C'est devenu un peu les deux tendances qu'on avait sur le terrain. Et il y a un qui dit, vous allez négocier avec qui? Mais même quand vous négociez, vous continuez de vous battre. Quelle est l'offre en la matière? Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas allé dans le fond du débat sur la question de sécurité. Mais on a plutôt prêché que c'est celui qui est là qui est le problème. Et donc du coup, bon, les gens ils ont le choix entre la continuité et puis peut-être un univers incertain, c'est-à-dire que ce qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et ça fait que ça a donné ce que ça a donné. Ça devrait être... Est-ce que véritablement le volet sécuritaire a été déterminant dans cette élection? Non, mais je dis, ça, c'est l'opposition qui devrait en faire quelque chose de plus parlant pour lui. Je vais à un débat. Je suis convaincu que si on part sur un chapitre, c'est là où je serai un peu gêné. Mais si vous-même n'avez pas l'opportunité de le saisir, moi je suis bien si vous posez le problème mal. Vous posez mal le problème. Vous me mettez un peu plus à l'aise.
Et sûrement que moi je vais développer sur d'autres dossiers. Et puis n'oublions pas que même les gens vers lesquels ils s'en vont, c'est nous en ville ici on parle, mais en milieu rural, vous savez ce que c'est que les mesures sociales qui sont données, leur impact, quand on parle de gratuité, ceci et cela, l'impact que cela a. Donc quand on vous fait oublier et qu'on va sur d'autres terrains, parce que l'autre ne tire pas le meilleur parti de vos insuffisances ou bien du problème qui est crucial aujourd'hui, c'est ce que ça donne. Moi je pense que le débat sur la sécurité n'a pas forcément été bien mené par l'opposition et c'est un peu pour cela. D'accord. Vokuma, est-ce que c'est votre regard? Est-ce que l'opposition n'a pas su tirer profit donc de cette question cruciale de la sécurité, ou bien c'est le président qui a su rassurer les populations? C'est vrai qu'il a dit qu'il ne va pas négocier, mais il promet en tout cas de mettre toutes les énergies justement pour en venir à bout de ce phénomène-là. Oui, pendant la campagne, le président rappelait que depuis la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso, nos ancêtres n'ont jamais courbé l'échine face à l'adversité. Et que nous sommes hérités de cette histoire-là et qu'on ne va pas courber l'échine maintenant. Vous savez, dans la campagne électorale aussi, il faut parler aussi au cœur des gens. Évoquer des éléments historiques. Vous vous rappelez la campagne de 2013 de Ibeka, il a évoqué la grandeur du Mali. Maliba. Et que lui, après ce qui s'est passé au nord, les groupes terroristes, et il a affirmé être le digne successeur de Soundiata Keïta, enfin, toutes les grandes figures historiques. Donc, et là également, dans les passages du discours du président, il y a cette dimension émotionnelle. Quand on dit nos ancêtres n'ont pas courbé l'échine, ils se sont battus, et nous allons aussi nous battre, nous n'allons pas céder 1 centimètre à ces gens-là. Quand on est assis, qu'on est burkinabé, quelque part ça te parle. Hein? Face à des gens qui disent bon, non, il faut négocier avec eux, l'impact n'est pas la même chose. C'est vrai. Les autres ont présenté la faiblesse du pays, c'est ça? La faiblesse du pays, voilà, l'incapacité face à ces gens, pendant que l'autre dit non, nous allons gagner. Parce que négocier, c'est comme si on perdait la guerre. Quand on va à une guerre, c'est pour gagner. Même si on sait que souvent aussi, ça se gagne aussi autour d'une table, mais autour de la table, quand on se met autour de la table, les rapports changent selon les positions des uns et des autres. Quand tu es en position de force, tu peux discuter tranquillement et obtenir plus de l'adversaire que si tu es en position de faiblesse. Et là, se mettre dans la posture des gens qui vont se battre, qui vont gagner, de toute façon, on va les gagner. On va gagner la guerre, on ne va pas céder. Ça parle aux gens, c'est de l'émotion. Platon parle du tumeur, c'est ça, c'est le cœur des gens. Et ça peut-être porter un peu plus que ceux qui disent qu'il fallait négocier. Même si peut-être dans le camp de la majorité aussi, cette idée de négociation n'est pas totalement exclue. Donc, en disant qu'ils allaient négocier, l'autre a répliqué, oui, mais négocier avec qui? Donc vous les connaissez. Si vous voulez négocier avec des gens, c'est que vous les connaissez. Quand vous allez dans les quartiers ou même dans certaines localités, l'idée qui n'est pas prouvée, l'idée selon laquelle il y a des accointances entre l'ancien pouvoir et les terroristes là, c'est une idée qui est partagée par beaucoup de gens. Qui le conçoivent toujours ainsi? Absolument, qui le conçoivent toujours ainsi. Je dis qu'il y a une main nationale derrière ces gens-là, même s'il n'y a pas d'élément de preuve, on ne peut pas le prouver. Et en campagne, pendant la campagne... Mais on a vu quand même le candidat Yedi Kombougo qui a travaillé à déconstruire cette perception des choses. Oui, mais sauf que c'est vrai, quand il parle, il y a des gens qui sont déjà réceptifs à ce que tu dis. Mais il y en a aussi qui ne sont pas réceptifs et qui restent sceptiques par rapport à ce que tu dis. Mais sur ce sujet-là, on a déjà parlé de ça ici. Depuis le début, le pouvoir a accusé l'ancien régime d'être derrière tout ça, mais il n'y a pas de preuve jusqu'à présent qui a été apportée à cette thèse-là. Mais j'ai été même surpris que cet argumentaire-là revienne pendant la campagne. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont sondé l'opinion pour se dire qu'en tenant cette posture-là, politiquement, c'est beaucoup plus payant que de dire oui, parce que c'est se mettre aussi dans le camp de l'opposition que de se dire voilà, on va négocier. Donc, il fallait quand même garder la différence entre la majorité et l'opposition. Et puis, quelqu'un qui refuse de se battre,
bon, c'est pas burkinabé. Voilà. Je vais faire une réaction, allez-y. Oui, et puis n'oublions pas, c'est que sur ce sujet, c'est ce que je disais à un moment donné, ça devrait être l'opposition qui attaque, mais qui attaque en déconstruisant l'offre qui a été pendant 5 ans, celle qui n'a pas peut-être porté ses fruits. Et non dire que c'est tant ou tant qui est le problème. Maintenant, quand on vous ramène à vous justifier, c'est vous maintenant qui faites la défense. Ça veut dire que même, vous le rappeliez tout à l'heure, Eddy Kombego était obligé de déconstruire encore un certain nombre d'éléments. Alors que sur cette question, non, ceux qui devaient jouer la défense, c'est ceux qui sont au pouvoir. Tout à fait. Donc vous n'avez pas attaqué le problème avec le bon angle. Je dis là, ça ne les a pas aidés. Et puis il y a un deuxième élément que nous oublions souvent, c'est que regardez la campagne en son long. Il y avait aussi une opposition qui répondait très souvent à des propos tenus lors de campagne de la majorité. Donc ça veut dire que c'est la majorité qui donnait le là. Ça aussi c'est une réalité. Et puis il y a aussi moi je dis, c'est du ping-pong que vous avez constaté. Oui, mais celui qui donne le ping, c'est la majorité. La majorité. Mais ça ne devrait pas être ça. Ça veut dire que vous faites votre campagne, mais vous avez votre oreille de l'autre côté. Donc vous les suivez. C'était ça en fait. Et il y a un autre élément qui pour moi est très important, c'est la question des équipes. Je suis désolé, vous regardez le MPP, ce qui s'était passé c'est quoi? Vous aviez Bala, Sakandé, vous aviez Simon, vous avez des faiseurs de show, vous avez des personnes qui tapaient fort. Mais après quand le président il vient, il a été président, même pas candidat forcément, mais un peu président pendant la campagne. Quand il venait dans son discours, c'était plutôt le conciliateur qu'il partageait, c'était l'homme de dialogue, l'homme qui donnait le visage de l'apaisement. Quand vous voyez de l'autre côté, il y avait beaucoup qui faisaient le reproche, par exemple, au camp Eddy, c'est d'avoir été beaucoup très virulent dans le propos et très piquant. Mais ça, il y a d'autres personnes qui peuvent jouer ce rôle-là. Oui, ça, c'est la vérité. Il y a d'autres personnes qui pouvaient jouer ce rôle-là. Et ça fait que vous commettez, c'est-à-dire que c'est la tête qui commet des erreurs. Et non ceux qui vous entourent, qui commettent des erreurs et que vous pouvez rattraper. Vous prenez les propos, par exemple, de Zéphirin. Vous savez, quand vous êtes face à la foule, il y a des choses que vous sortez. Parce que vous n'avez pas des faiseurs de show autour de vous. Quand je dis faiseurs de show, il n'y a pas des harangueurs de foule. Il n'y a pas ceux-là qui tiennent la foule comme ça jusqu'à ce que vous veniez comme la cerise parce que vous êtes le candidat. Eddy, on a suivi toute sa campagne, c'était lui au début et à la fin. Vous prenez Zéphirin Diabré, c'était lui du début jusqu'à la fin. Donc il y a des petits propos qu'on gardera d'eux parce que ce qui se passe bien, c'est pas ça qui retient les attentions. C'est les petites erreurs que l'on garde. Et après vous êtes obligé de vous expliquer sur un tunnel. Après, vous êtes obligé de vous expliquer sur ceci, sur cela. Alors que l'autre, quand il vient, les autres ont déjà ils ont préparé pour le message qu'il vient donner. Et il a focus sur ce qu'il propose au Burkinabé. À un moment donné, vous êtes dans les pics, l'autre, il est en train de dérouler. Alors que lui, il était déjà au pouvoir. Il a déjà fait 5 ans. Donc ce que vous essayez de dire, c'est que contrairement aux autres candidats, le président Roch Kaboré avait la posture d'autorité, celui qui ne commettait pas d'impair au cours de cette campagne-là. Parce qu'il avait d'autres personnes qui faisaient le job. Lorsqu'on envoyait des pics, c'est pas lui qui venait répondre. Lorsqu'il le faisait, c'était subtilement dans son discours. Il y avait d'autres qui faisaient ce job-là. D'accord, vous avez une réaction? Oui, non, ce que je voulais ajouter, c'est comme il avait évoqué dès le début, quand vous voyez les deux qui arrivent après le président Eddy Kombego et Zéphirin Diabré, tous, depuis 5 ans, ont eu des problèmes dans leur parti. Tous. Et Eddy Kombego, c'est encore pire. Je veux dire, quand vous voyez comment il a dû batailler, même après le congrès de mai 2018, quand il a été élu, sa légitimité a toujours été remise en cause par ses camarades qui ont toujours considéré que c'est un parvenu. Et pendant cette campagne, je n'ai pas senti vraiment qu'il y avait un bloc autour de lui. Ceux qui sont plus ou moins proches de Blaise Compaoré, de son entourage proche, ne l'ont pas vraiment soutenu. Voyez. Donc, alors que quand tu vas à une campagne, il faut que tu aies une troupe mobilisée à bloc derrière toi. Il n'avait pas. Il a évoqué le fait que lors des campings, c'est toujours des meetings, c'est toujours lui seul qui parle. C'est exact. Ce qui ne devrait pas l'être. C'est un show. C'est un show. Il faut envoyer quelqu'un qui sort les pics, qui attaque, qui dit les mots que le public veut entendre.
Et quand tu viens, bon, en tant qu'aspirant à diriger le pays, tu prends la hauteur et tu déroules ton programme. Ce n'était pas le cas. Lui, il faisait les deux, comme Zéphirin Diabré d'ailleurs, il faisait les deux. Il répondait au pic avant de parler de son programme, ce qui n'était pas toujours pertinent. D'accord. Est-ce que de façon générale, les différents programmes, les offres politiques ont servi véritablement à cette élection du président Kaboré? Parce que quand on regarde par exemple l'offre du président Kaboré, beaucoup disent qu'on n'a pas véritablement senti quelque chose d'assez extraordinaire. Il a opté pour la posture de continuité, de renforcement de ce qui est des acquis, etc., etc. Contrairement à un homme comme Zéphirin Diabré ou Eddy Kombogo qui avait quand même des choses comme des tunnels ou je ne sais quoi autre à offrir. Semblait être la touche nouvelle, mais ça n'a pas véritablement porté fruit. Moi, je pense que quand vous avez fait 5 ans au pouvoir, c'est dangereux que de venir remettre tout en cause en proposant quelque chose de neuf. Ça veut dire que vous reconnaissez vous-même que vous étiez une calamité pendant les 5 ans. Moi, je pense que c'est aussi ça le truc. Mais ils sont dans une logique de continuité. Quand on a écouté Roch tout au long de la campagne, Roch Kaboré, alors candidat, bon, il est toujours candidat, c'est pas encore fini. Bon, il est président, c'est pas. Voilà. Quand on l'écoutait, c'est la continuité dans laquelle on était. Mais c'est normal. Vous savez, les changements, les gens ils sont récessifs. Hein. On est plutôt d'abord enclin à se dire que bon, on va rester dans ce sûr-là parce que l'autre aventure, est-ce que c'est sûr qu'on ne perdra même pas le peu qu'on pense qu'on a déjà et qui pour nous n'est pas appréciable? Ça, c'est dans l'esprit humain, c'est comme ça. Maintenant, quand vous venez dans des chamboulements, alors que vous étiez vous-même en train de dérouler quelque chose, c'est la reconnaissance que ce que vous déroulez était une erreur. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait un pouvoir puisse s'abuser à ce jeu-là, juste parce qu'on veut montrer qu'il y a de nouvelles idées ou quoi que ce soit. Ça va se mettre au fil du temps en branle. Maintenant, l'opposition, elle déconstruit d'abord ce que vous avez eu à offrir. Et puis elle propose, en ayant montré petit à petit les failles qui sont les vôtres, ce qui est dans son programme, qui devient le plus et qui corrige vos erreurs à vous. Mais est-ce que pendant la campagne, il y a eu le temps de ce débat-là? On a beaucoup plus eu le temps des pics, des phrases chocs, des dents sorties de nulle part. C'est ce qui a amusé aussi là. C'est ce qui a amusé les lecteurs. C'était beaucoup plus ça. Donc ce sont les personnes aux valeurs intrinsèques qui ont été élues et non véritablement les programmes. Bon, sous nos yeux, souvent, les programmes, là, c'est pas trop ça que les gens regardent. Disons-nous la vérité. C'est pas trop cela que les gens regardent. Des fois, on vous dit, pourquoi tu l'as voté? Il dit, non, lui, là, quand je le vois, je sens que c'est un président. Ça veut dire quoi, c'est un président? Ça veut dire que c'est ça le problème. La carrure, la posture, il y a pour quelque chose. Oui, la carrure, la posture, il y a pour quelque chose. Maintenant, après, c'est la confiance que vous inspirez dans vos propos, dans vos postures, et peut-être même aussi quelque part en filigrane dans les idées que vous envoyez, auxquelles ils adhèrent, mais c'est pour dérouler le programme. Nous, on a reçu aussi, on avait fait un plateau qu'on a appelé un candidat et un programme. Ça nous a permis de regarder dans les programmes des uns et des autres. Quand vous écoutez certains candidats, bon, on vous résume quelque chose à la va t'asseoir quoi. Vous dites bon, maintenant vous trouvez l'argent où il y a des mines, hein, si c'est ça, c'est pas un problème, on a ceci, là. Des fois même vous vous rendez compte que le candidat lui-même, relativement à son programme, il s'est dit que c'est pas ça qui va parler aux gens. Et donc quand vous partez comme ça devient compliqué. Ouais, en fait, parce que c'est vrai que quand on lit les programmes des différents candidats, il y a des sujets sur lesquels ils se retrouvent. Sur la sécurité, sur la justice, par exemple, quand vous lisez le programme de Kadri Désiré Ouedraogo, de Zéphirin Diabré, du candidat Roch Kaboré, tous veulent la vérité, parlent du triptyque vérité, justice et réconciliation. Tous parlent de ça. Renforcement de l'indépendance de la justice. Voilà, on ne va pas remettre en cause la réforme qui a été faite en 2015 et qui a coupé le lien entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, sur les grands sujets comme ça, ils se recoupent. Maintenant, en campagne, bon, c'est pas ces sujets-là qui intéressent le pays profond. C'est pour ça que, d'ailleurs, il faudrait bien qu'il fasse une analyse un peu approfondie, parce que j'ai regardé, et à part le Boulgou et l'Oubritenga, le Boulgou, Zéphirin Diabré a fait 54% de voix, et dans l'Oubritenga, où Eddy Kombogo a fait
Edi Kombero, il a fait dans le Boutenga 60%. C'est les 2 provinces où le président sortant a été battu. Sinon, dans toutes les provinces, il est arrivé en tête, y compris dans les fiefs de certains, comme dans le Yatenga, où le président Edi Kombero. Oui, dans le Yatenga, où le président sortant a eu 61%, et Noël Oudrao 18%, et dans le Passoré, Edi Kombero a eu 34% et le président sortant 46%, voilà, son fief. Dans le Samatenga, c'est pareil. Donc, c'est comme si, même chez eux, ils n'ont pas réussi à mobiliser les gens, à convaincre leur électeur, on va dire naturel entre griffes, de la pertinence de leur projet de société et de leur crédibilité à accéder à la présidence du Faso. Donc, c'est quand même assez. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce le fait parce qu'il n'y a pas eu véritablement un débat sur les programmes et que le président avait un bilan à présenter, il avait des goudrons à proposer? Bon, il savait qu'il avait un bilan à présenter, à défendre. Il a évoqué la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est vrai que c'est quelque chose qui comporte beaucoup d'insuffisances, mais un pays comme la Côte d'Ivoire est venu s'inspirer de ce modèle-là pour aller mettre ça en place en Côte d'Ivoire. Il y a des routes qui ont été faites, des écoles sous paillotte, tout n'a pas été résorbé. Il y a beaucoup qui ont été résorbés. Mais quand on regarde aussi quand même, c'est que vous avez le président sortant qui était soutenu par 70 partis. Et dans le gouvernement, il y avait des têtes d'affiche et chacun voulait absolument que dans sa région, le président arrive en tête, parce qu'après les élections, on va s'asseoir, regarder la carte électorale pour savoir qui a mouillé le maillot. Voilà, qui a mouillé le maillot et qui n'a pas mouillé le maillot. Et les rétributions vont se faire d'une certaine manière en fonction de ça. Ça, c'est une évidence. C'est indéniable. C'est indéniable. Quand chez toi, tu as fait un mauvais score, tu ne peux pas avoir le même discours que celui qui a fait 88% ou 90% dans sa région. Et tous ces donc, eux, ils avaient déjà des intérêts à défendre. Et puis, sur place, on a vu une disproportion de moyens entre le candidat du MPP et les autres. C'était le jour et la nuit. Voilà. Le meeting de Bobo ou le meeting de Ouaga, du candidat du MPP, c'était le budget. On a aussi vu la sortie d'Irène qui fait état que tous les candidats pratiquement ont eu recours à des pratiques de corruption électorale en donnant les 2000 et les 1000 francs. Oui, bon, tous les partis ont fait ça. Tous les partis ont fait ça. Et à ce jeu-là, c'est celui qui a plus de moyens qui gagne. C'était d'ailleurs le point que je voulais qu'on aborde. L'élément argent. L'élément argent ne pouvait pas ne pas l'aborder. Ça a impacté les résultats. Vous regardez les moyens que le MPP a mis, c'est sans commune mesure avec ce que les autres ont pu mettre. Et ça, pour moi, ça augure déjà de la stratification des résultats qu'on aura. Et vous savez, à la vérité, vous êtes au pouvoir et vous avez aussi le pouvoir administratif. Ça, ce n'est pas rien. C'est-à-dire les moyens administratifs, ce n'est pas rien. On a vu ici sur ce plateau-là aborder le sujet des 4x4 avec les comment on appelle ça, les fonds fermés, les fonds qu'on a vus et tout, masqués et tout. Ça, c'est pas rien. Et puis quand vous êtes au pouvoir, on se dit qu'il y a plus de probabilité que vous y restiez, et donc celui qui fera ceci ou cela pour vous et qui permettra d'impacter les résultats et qui vous permettra de gagner encore plus, vous rappellerez de lui. Et ça, c'est une vérité. Et ça jouait pour beaucoup. Les moyens, c'était sans commune mesure. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le MPP s'est pas amusé avec la question des moyens pour cette élection-là. Moi, j'étais à Bobo Dioulasso, je sais de quoi je parle. On a vu le CDP passer là-bas aussi. On a vu les autres partis politiques passer là-bas. C'est sans commune mesure. Ça, il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Ça joue fondamentalement. Et il y a ces moyens mobilisés au grand jour, et puis il y a les moyens qui sont mobilisés après le départ des caméras, de bruit, les équipes locales qui sont restées sur place et qui ont continué à faire le travail souterrain, qui avait déjà même commencé depuis 2-3 ans. Vous savez, l'investissement social, quand vous inaugurez des maternités, vous donnez une pompe à des associations de femmes, des financements à des groupements de producteurs d'oignons ou d'ignames quelque part, c'est un investissement
et que vos responsables sont présents au mariage, aux funérailles, c'est un investissement social qui paye au moment venu. C'est ça. Et les gens se rappellent de ça. Voilà. D'accord. Merci à tous les deux pour cette lecture des forces et faiblesses des différents candidats et surtout ce qui a conduit à cette réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré. On aura certainement l'occasion de revenir les jours à venir pour analyser donc les priorités du candidat, les chantiers importants sur lesquels il doit en tout cas mettre un point d'honneur et certainement les défis à tous les Burkinabés. Merci à vous Joachim Vokouma, directeur de publication de Kassitou.net. Merci à Geoffroy Vaha, merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Merci à vous, mesdames, messieurs, vous qui nous avez suivis. On vous retrouve lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.